Donc la prise en charge des victimes de violences sur les plans policiers, administratifs et médical. Et pour vous entretenir sur ce sujet, nous allons accueillir le major Dan Gléan. Merci pour vos applaudissements. Je vais donc me présenter, je m'appelle Grégoire Gléan, je suis major de police depuis, major pas depuis longtemps, mais policier depuis 35 ans. Donc après l'intervention de Mme Tomasini, vous avez tous pu comprendre qu'il fallait vous défendre. Il va arriver un moment où certains et certaines d'entre vous se trouveront dans la situation d'être victimes et peut-être dans la démarche d'intervenir, en tout cas de se rendre dans un commissariat. Alors je vais parler des commissariats, de la police, mais je ne fais pas de ségrégation avec mes collègues gendarmes. À notre niveau, on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Donc je vais vous parler de mon service. Je suis responsable donc, du service qui est à l'écran, le bureau départemental d'aide aux victimes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, le bureau départemental d'aide aux victimes de la police nationale, en tout cas de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Ça fait long, on dit, mais c'est ni plus ni moins que la police nationale, dans son échelon départemental. On est rattaché, le bureau départemental d'aide aux victimes est rattaché à l'état-major de la direction, c'est-à-dire que nous avons une fonction qui nous positionne au plus près de la direction, ce qui nous permet d'avoir un accès sur l'ensemble des services de la DDSP 13. Comme vous le voyez à l'écran, on est à trois fonctionnaires de police, et c'est un petit peu quelque chose d'exceptionnel en termes de mission au niveau national, parce que nous sommes à trois à n'avoir que cette mission. Notre mission, c'est la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Alors, on peut tout de suite se poser une question. Vous êtes à 3 sur un département comme les Bouches-du-Rhône, avec une ville comme Marseille. 3 pour la prise en charge et l'accompagnement des victimes, ça va être un peu compliqué tout de suite. Et donc, effectivement, on a mis en place un réseau interne dont la finalité est de faire que chaque policier, je ne parle pas des gendarmes, mais j'ai mon homologue en gendarmerie, qui fait la même démarche, faire que donc chaque policier soit en capacité d'apporter les bonnes réponses et de faire les bonnes orientations. Entendons-nous bien, 35 ans de police, je connais mon institution, je sais bien que toutes les réponses qui sont données par les policiers ne sont pas bonnes à 100%. J'en suis convaincu, mais en tout cas c'est vers ça qu'on essaye d'aller. On a donc un dispositif avec un maillage interne, une soixantaine de policiers répartis sur l'ensemble du département dans chaque service de police, qui ont pour vocation d'être à disposition, en tout cas l'interface des associations pour lesquelles je dirai un mot tout à l'heure. Parce qu'en termes d'associations dans notre domaine, on est extrêmement exigeant. Le ministère de l'Intérieur, l'institution police, est extrêmement vigilant sur les associations vers lesquelles on va pouvoir orienter les victimes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les missions du service. Comme je viens d'un petit peu de l'expliquer, on coordonne un réseau. Ce réseau il est constitué donc, de policiers, mais ça c'est le réseau interne. Si on est tout seul dans notre coin avec les victimes, on va avoir énormément de difficultés à faire les bonnes orientations, à répondre valablement en termes de prise en charge. Donc on a besoin, et on travaille en lien avec un tissu, le tissu social, qui est constitué bien sûr des institutions, au premier rang desquelles en matière de victimologie, de victimes. Je veux bien sûr parler de la maison justice, essentiellement les parquets. Vous savez ce que c'est qu'un parquet? Quand on parle du parquet, vous voyez qui c'est? Oui, non? Non? Le parquet, en fait, c'est les procureurs de la République
Pourquoi le parquet? Parce que traditionnellement, dans la démarche du procès pénal, le procureur de la République est l'équivalent de l'avocat de l'auteur, sauf que le procureur de la République, c'est l'avocat de la société. C'est lui qui va demander la peine, c'est lui qui va requérir. D'accord? Donc, on travaille avec ces magistrats en lien, pas quotidien mais presque, sur tout ce qui peut améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes, que ça soit au niveau des liens avec les partenaires institutionnels autres que le parquet et les associations qui sont, disons-le immédiatement, des associations validées par le parquet. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que quand on parle de victimes, à notre niveau, on parle de victimes au plan pénal. Si on est là aujourd'hui, tous réunis, c'est sur la thématique des mutilations sexuelles. Je vais dire un petit mot très rapide sur l'aspect pénal de ce genre d'affaires. C'est une chose qui va dû être faite par nos amis du CIDF qui vont intervenir après moi. On est immédiatement en matière criminelle, c'est-à-dire que pratiquer ce genre de mutilation, ça s'appelle dans notre droit des actes de torture et de barbarie. Les choses sont claires, hein. On est immédiatement devant la cour d'assises et éventuellement les peines pourront être aggravées, a fortiori lorsque ces mutilations sexuelles, ces actes de torture et de barbarie, au regard de nos textes de loi, auront été commis par les personnes qui sont en charge du mineur, je pense notamment aux parents, ou avec la complicité, ou en tout cas une certaine, un certain laisser-faire, sous quelque motif que ce soit. Bref, sur le territoire national, c'est un crime. C'est un crime qui est puni d'une peine qui peut être modulée par le président de la cour d'assises. Donc ça ne sert à rien de donner des valeurs, mais on est au-delà des 15 ans de réclusion criminelle. D'ailleurs, lorsque ces faits sont commis par les personnes détentrices de l'autorité parentale, inutile de vous dire que le magistrat aura tôt fait de prononcer le retrait de l'autorité parentale sur les gens qui auront laissé commettre ce genre de crime sur leurs propres enfants. On en revient donc à nos missions, donc organiser ce partenariat avec les institutions. J'ai cité le parquet, mais aussi le conseil départemental, toutes les communes, parce que dans ce cadre-là, je pense que ça va vous parler, rien ne peut être fait sans le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est les subventions, et les subventions elles sont dans les mains de ces partenaires qu'il faut convaincre, année après année, de l'utilité des dispositifs mis en place. Et pour vous dire que c'est fragile, juste avant mon intervention, dans la matinée, j'ai reçu un coup de téléphone d'une directrice d'association qui m'apprenait que les subventions sur un poste d'intervenant social, c'est un des maillons que je vais aborder, un des postes d'intervenant social en commissariat est extrêmement fragilisé parce que du jour au lendemain, la commune décide de ne plus verser les subventions. Et ça pose de gros problèmes, dont évidemment celui qui décide de fermer le robinet de la subvention n'a pas forcément connaissance. C'est malheureux. C'est pour ça qu'on va monter au crédit. On met en œuvre des séances de formation au bénéfice des fonctionnaires, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les fonctionnaires de la DDSP sont des fonctionnaires d'État, et donc susceptibles d'être mutés, réaffectés, sans forcément changer de service, de département, pardon. Et donc, il est important que chaque fonctionnaire, arrivant dans un nouveau service où il va être en contact des victimes, ait à sa disposition justement ce réseau pour lequel on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir à niveau et éventuellement déployer. Donc ces sessions de formation, j'extrapole un petit peu parce qu'en fait depuis le mois de janvier 2015, je ne vais pas revenir sur la situation, ça vous parle à tous je pense. Ces situations de formation, ces formations sont à l'arrêt parce qu'on est obligé de privilégier l'opérationnel
et que donc on n'a plus le temps et les moyens d'activer ces formations. Ceci dit, on est en train de faire le forcing pour remettre en œuvre ces sessions de formation pour améliorer la prise en charge. On nous a enfin chargé du suivi du dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales, dans le cadre desquels d'ailleurs, eh bien, la thématique qui nous occupe aujourd'hui va pouvoir malheureusement se dérouler. Mais on cible essentiellement les violences conjugales, une thématique qui est très particulière, qui est très délicate. On vous a appris à vous défendre dans une situation de manipulation. La difficulté, c'est que la victime, dans ce cadre-là, n'a pas souvent conscience qu'elle est manipulée, et à son niveau, elle n'est pas victime. Donc comment dire, mettre en place un réseau autour d'une victime qui ne se reconnaît pas en tant que telle, c'est forcément compliqué. On participe dans ce cadre-là à une multitude de réunions dans lesquelles on retrouve un certain nombre de partenaires qui sont dans cette salle, et on essaye de porter la parole des victimes tout en faisant prendre conscience aux financeurs de ce qui se passe réellement dans un commissariat, dans quel état les victimes arrivent chez nous, et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il est pertinent de faire. Par exemple, beaucoup disent il faut déposer plainte. Mais très peu de ceux qui disent il faut déposer plainte savent réellement ce qui se passe une fois qu'on a déposé plainte. J'ai une question à brûle pour point, si vous voulez bien. Qui sait exactement ce qui se passe derrière le mot plainte? Levez la main ceux qui savent. Allez, une, deux, trois, quatre. Sur une salle de plus de 700 places, c'est révélateur. D'accord? Quand on dépose plainte, on met en route une machine qui se met automatiquement en pilotage automatique, enfin pas tout à fait, puisque une fois que la plainte est déposée, elle est dans les mains du procureur de la République, et il est le seul à avoir la capacité de mettre un terme à la procédure qui est déposée. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez complexe, et c'est une démarche qu'on fait en direction de certaines associations, mais aussi de certains partenaires, notamment les LDS. Mais on n'est pas sectaire, on est ouvert à toutes les propositions, où on va au contact de, notamment des travailleurs sociaux, pour expliquer justement ce qui se passe derrière nos plaintes. Parce que c'est assez facile de dire à une victime « Oh, ben vous avez qu'à aller déposer plainte, ça va s'arranger. » Non, ça ne va pas s'arranger. Justement, c'est là que les ennuis vont commencer. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dans le cadre de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes qui se présentent dans nos services, on est bien conscient que toutes les victimes ne se présentent pas dans les commissariats. À titre indicatif, sur les violences conjugales, on est à environ 3 victimes sur 10 qui se présentent dans un commissariat. C'est significatif. La police nationale a la police nationale met en place des psychologues en commissariat. Nous avons 3 corps de psychologues dans la police nationale, ceux du recrutement, qui sont chargés du recrutement et de la formation, je ne vais pas m'étendre, ceux qui prennent en charge les policiers dans le cadre professionnel, lorsqu'on est soumis à des situations particulièrement traumatisantes, parce que sous l'uniforme, il y a malgré tout des gens, des humains, des fois on peut se poser des questions, mais je vous confirme que c'est tous des mecs et des femmes, comme vous, avec une vie de famille, quelquefois c'est problématique. Le 3e corps, c'est les psychologues en commissariat. Ces psychologues en commissariat ont pour principal axe de travail la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Lorsqu'on a une victime qui arrive dans un commissariat qui est choquée, parce qu'elle vient de vivre, parce qu'elle vient de subir dans sa vie, que ce soit sur un événement traumatique
ou sur une période beaucoup plus longue, elle va peut-être être quelquefois en grande difficulté pour relater valablement, expliquer valablement, je vais revenir sur le mot valablement, expliquer ce qui lui est arrivé. Valablement, c'est pas simplement pour en discuter entre nous comme ça, mais bien pour nourrir, entre guillemets, la plainte, la procédure, et faire qu'à un moment donné, si tant est que c'est son objectif, obtenir justice. Et la première demande des victimes, quelle qu'elle soit, c'est d'être reconnue en tant que telle par la société. Et lorsqu'on est victime dans ce cadre familial, que ce soit des victimes de violences conjugales ou des victimes d'actes commis par les parents, la famille, les proches, c'est extrêmement compliqué de venir relater une personne qu'on ne connaît pas, qui plus est en uniforme, dans un milieu quelquefois pas tout à fait soft, parce ce qui s'est passé dans la nuit entre papa et moi, entre maman et moi, c'est bien souvent papa d'ailleurs, ou le cousin de papa, ou le frère de papa, ou mon grand frère, ou mon petit frère, bref, ça devient extrêmement compliqué. Les psychologues vont pouvoir prendre en charge ces personnes pour essayer à un moment donné de remettre de l'humain là où il a été nié et faire que ces personnes comprennent un peu mieux l'intérêt de rentrer dans les détails lorsqu'elles seront reçues par le policier. Alors ces psychologues reçoivent avant, pendant ou après la plainte, et en tout cas tout au long de la procédure, les personnes pour lesquelles le policier estime qu'il y a besoin d'un appui, ou celles qui en font la demande parce que dans la salle d'attente du commissariat, ils ont vu l'affiche qu'on a réalisée nous-mêmes. En direction d'un auteur, c'est beaucoup plus compliqué, puisque dans ce cadre-là, tout ce qui touche à l'auteur est extrêmement codifié. Et en clair, si on n'a pas une place dans la procédure, vous savez, le fameux code de procédure pénale, là où on parle de la garde à vue, toutes ces petites amabilités, si on n'a pas de place là-dedans, c'est juste pas possible. Bon, ceci dit, c'est pas possible au niveau du commissariat, ça le sera systématiquement, a fortiori dans les affaires criminelles, il y aura une prise en charge de l'auteur, non pas pour essayer d'anonymiser, de minimiser sa responsabilité, mais bien justement de faire le point sur sa capacité à assumer la sanction pénale. Le troisième axe, bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'amélioration des techniques professionnelles. Je pense que tous les professionnels, quels qu'ils soient, ont dans leur cursus à un moment donné ce qu'on appelle de la formation continue. Et donc les psychologues peuvent, à la demande des policiers, que ce soit d'une manière hiérarchique ou d'une manière individuelle, améliorer, participer à l'amélioration des policiers, de leur capacité professionnelle. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, autre maillon très important, les intervenants sociaux au commissariat. Lorsqu'on a une personne qui se présente dans un commissariat, alors que ce soit sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, ou d'une manière plus large, on peut avoir des personnes qui sont en détresse sociale. Je m'explique. C'est quoi être en détresse sociale? Un certain nombre de dispositifs dits de droit commun sont ouverts à une certaine catégorie de personnes, catégorie de plus en plus large, mais qui, ces personnes, n'ont pas forcément connaissance de leurs droits. Parce que, par exemple, sur la thématique des violences conjugales, on sait très bien que la démarche des auteurs est de confiner la victime dans une espèce de no man's land, mettant toutes les techniques possibles et imaginables, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, ça c'est plus compliqué à déterminer, le délabrement de l'estime de soi de la victime. Et dans ce cadre-là, elle peut être amenée à n'avoir aucune connaissance sur les droits auxquels elle peut prétendre. Je pense notamment, d'une manière très basique, à toutes les allocations et aides sociales qu'elle doit normalement percevoir et que monsieur, quelquefois,
s'emploient à capter pour des besoins personnels, on va dire. Donc, aux côtés des psychologues au commissariat, ont été placés des intervenants sociaux au commissariat. Ces intervenants sociaux, ce sont des travailleurs sociaux. À la différence des psychologues qui, eux, sont des personnels de police, les intervenants sociaux au commissariat, ce sont des travailleurs sociaux. Ils ne sont pas policiers, ce sont des personnels d'une association pour les 7 postes qui sont répartis hors Marseille. Et pour ce qui concerne les 3 postes sur Marseille, ce sont des postes qui sont mis en place par le CCAS. On est donc bien là en présence de personnes qui sont indépendantes au niveau de la police, qui ont accès à un certain nombre d'informations détenues par les policiers et qu'ils vont pouvoir utiliser pour intervenir auprès de 3 catégories de personnes. La principale catégorie, c'est bien sûr les victimes, puisque sinon je ne vous en parlerai pas. Ça va être aussi les auteurs. Là, généralement, on dit, mais pourquoi on prend en charge les auteurs? Eh bien, parce que dans le cadre de la procédure pénale, à un moment donné, le procureur de la République peut être amené à dire « Monsieur, je vous convoque à l'audience. Je vous convoque à l'audience dans 2 mois. Et d'ici là, vous ne reparaîtrez pas au domicile et vous avez l'interdiction de rentrer en contact avec la victime. » Alors c'est facile à dire, hein. Il y a un souci. Donc, cette personne, cet auteur à qui on dit vous ne reparaîtrez pas au domicile, s'il n'a pas les moyens, s'il n'a pas les ressources, que ce soit financières ou dans son environnement, à votre avis, il va faire quoi le soir? Il y a 9 chances sur 10 pour qu'il y retourne, et on est reparti, on recommence, on repart dans le cycle infernal, et à un moment donné, on va devoir y retourner pour à nouveau l'interpeller parce qu'il aura commis une nouvelle infraction. Donc si on le prend en charge au niveau social, on a un peu plus de chances qu'il laisse la victime tranquille. Je dis bien peut-être. Ok? On a enfin, dans notre quotidien d'intervention, à connaître une multitude de personnes qui pour autant ne rentrent pas dans ce qu'on appelle le champ pénal, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni victimes ni auteurs, mais qui peuvent être en détresse sociale. Il est extrêmement difficile, et c'est symptomatique de la charge de travail de ces personnels, il est extrêmement difficile d'obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale dans les 48 heures. Eh bien, un intervenant social au commissariat, vous pourrez le rencontrer, enfin ces personnes pourront le rencontrer en se présentant au commissariat dans un délai extrêmement court. On a donc un binôme qui est constitué du psychologue et de l'intervenant social pour la prise en charge des victimes dans ce qui est le plus opérationnel, puisque ces postes sont positionnés au sein même des sièges de division, là où on traite l'urgence, là où on traite le flagrant délit. Vous avez entendu parler du flagrant délit. Le flag, c'est là où toutes les situations explosives vont être traitées. Et bien évidemment, c'est là qu'il va être important de pouvoir prendre en charge les victimes au plus près de leur situation. C'est un petit peu l'idée du guichet unique. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le guichet unique, c'est un petit peu, comment dire, une chimère où on voudrait que dans chaque commissariat, dans chaque service public, on puisse avoir à disposition tous les professionnels dont on a besoin sur la thématique qui nous y amène. Ça voudrait dire que dans les commissariats, il y a les avocats, et il y a le médecin. Bon, il y a le médecin dans le cadre de la garde à vue, mais pas dans le cadre pour la victime. D'accord? Concrètement, sur Marseille, en matière annuelle, pour les psychologues, ça représente plus de 3000 dossiers suivis. Et pour les intervenants sociaux, on est à plus de 4500 saisines par an. Je vous rappelle, Marseille, 860 000 habitants, 3 intervenants sociaux au commissariat. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une diapo derrière, je crois, peut-être. Ah, voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais profiter, puisque vous n'avez pas de questions, pour vous parler des associations avec lesquelles on travaille. On travaille avec des réseaux balisés. Je m'explique. Quand on parle d'une victime, dans le cadre du procès pénal, ça veut dire qu'à un moment donné, on suppose que cette victime va pouvoir bénéficier d'une indemnisation, que ce soit dans le cadre du procès pénal ou éventuellement d'un procès civil. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'instance de jugement va pouvoir octroyer des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts, ça représente de l'argent. Quelquefois, c'est des sommes relativement conséquentes. Et ça fait sortir le mauvais côté humain. Quand on parle d'argent, tout de suite, ça génère la convoitise. Et on a donc des gens qui se disent « je vais créer une association pour accompagner les victimes ». Mais une association, ça suppose d'adhérer à l'association, ça veut dire payer une adhésion. Ce paiement d'adhésion peut se faire par un pourcentage sur ce qui sera obtenu. Bref, l'imagination de l'humain en la matière est sans limite. Et donc, pour nous, institutions d'État, c'est juste impossible. De plus, n'importe qui peut se constituer en association d'aide aux victimes, puisque la liberté d'association, c'est quelque chose qui est constitutionnellement garanti. Et donc, il n'est pas forcément nécessaire d'être titulaire d'un DESS en droit appliqué, que sais-je, d'un Master 2 ou d'un doctorat en droit des affaires, pour être à même de créer l'association en question. Les associations vers lesquelles nous orientons, dans le cadre d'une plainte déposée, les victimes sont des associations qui appartiennent au réseau INAVEN. C'est un réseau national qui fédère environ 170 associations au niveau national, qui garantit la gratuité. C'est-à-dire que quand on est pris en charge par cette association, la seule chose qu'on va demander, que l'association va demander, ça va être le dépôt de plainte. Et une fois que cette plainte est déposée, l'association va pouvoir prendre en charge l'accompagnement sur le volet juridique, je vais vous préciser ça, et sur le volet psychologique. Accompagnement juridique, ça ne veut pas dire que l'association va plaider à la place de l'avocat. Ça veut dire qu'elle va être aux côtés de la victime pour lui expliquer tout ce qui va se passer, comment ça va se passer, et éventuellement l'aider à se positionner en termes d'intervention en justice, c'est-à-dire, par exemple, demander des documents, faire une demande de constitution de partie civile, bref, être accompagné sur le volet juridique. Les psychologues avec lesquels, les psychologues police, dont j'ai parlé tout à l'heure, travaillent en lien avec les psychologues des associations pour leur permettre de prendre en charge valablement sans interruption les victimes qui leur sont orientées. L'autre grande fédération avec laquelle les services de police travaillent et avec laquelle le ministère de l'Intérieur a conventionné, c'est la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est représentée sur le département par l'association SOS Femmes 13. Mais il y a aussi, je pense, le CIDF qui en fait partie, en tout cas, le CIDFF d'Arles, qui a fédéré avec cette fédération. Voilà, donc, comme vous le voyez, ce sont des associations qui sont... Enfin, c'est très balisé. Voilà. On ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ce réseau-là, parce que nous partons du principe qu'une victime, c'est quelqu'un qui est fragilisé et qui doit être pris en charge et accompagné par des gens dont on est sûr qu'ils vont bien faire les choses pour l'intérêt de la victime et pas pour l'autre. Merci de votre attention.